vous aurez Jarad et moi pour répondre aux questions qui ont été posées lors des 2 semaines précédentes via un formulaire. Donc on les a regroupées et on va essayer d'y répondre le plus précisément possible à chaque fois. Et puis vous avez Odonaru qui sera notre community manager pour ce live, donc Alina. Elle se permettra de répondre aux questions éventuellement directement dans le chat si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qu'on raconte. Et si c'est des questions un peu spécifiques, elle nous les fera remonter et on essaiera d'y répondre aussi en fonction du contexte. Alors on a 1 heure, on va essayer de faire ça efficacement. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une bonne première demi-heure où on va essayer de traiter toutes les questions qui nous ont été remontées. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra garder un petit moment à la fin pour discuter. S'il y en a qui veulent prendre la parole, notamment, venir se connecter aux intervenants. Ça peut être une option aussi si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie et que vous souhaitez juste écouter, c'est OK aussi. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Si tout va bien, si vous entendez bien, que personne n'a de problème technique. On a un peu divisé le live en 3 sujets. Il y a eu beaucoup de questions sur le gameplay de The Pioneers, donc notamment sur ce qui est prévu d'implémenter dans les futures mises à jour, des précisions sur la roadmap. Et puis ensuite, on a 2 catégories de questions un peu subsidiaires. On entend bien, on voit bien, c'est propre. Bon, super. Deux parties sur le studio et des questions sur la communauté. Donc on va commencer par ce qui a semblé le plus important à vos yeux, c'est les questions sur le gameplay. Alors on va retrouver beaucoup de questions de Jordan Horn parce qu'il était très prolifique au niveau du questionnaire, mais on a essayé de les regrouper avec d'autres questions semblables. Donc normalement on réussira un peu à éclaircir un peu les sujets que tu nous as proposés, tout en répondant aux questions des autres. Alors la première question, c'était à propos de la carte sur ses évolutions. Est-ce que il va y avoir une carte plus grande? Comment elle va évoluer dans le futur? Est-ce qu'il y aura plusieurs maps, etc. Voilà, vous avez posé des questions autour de la carte. Est-ce que Jarad, tu veux répondre à cette première interrogation? Alors oui, donc il y a pas mal de choses à dire sur la carte. Dans tous les cas, c'est prévu qu'en effet elle soit agrandie, ne serait-ce que déjà pour accueillir le rover qui va arriver, qui va quand même permettre d'allonger un peu les distances, d'avoir des zones un peu plus éloignées de la station. Et puis derrière, il y a plusieurs manières potentiellement. Oula, j'ai un petit bug d'appréhender la chose et on n'a pas forcément tranché encore en interne. Est-ce qu'on va vous proposer plusieurs maps ou essayer d'amener plus de variations d'une partie à l'autre sur la même map? Là-dessus, on a encore pas mal de choses à designer, à réfléchir en interne, voir ce qui est le moins coûteux, le plus euh, agréable en termes d'expérience utilisateur, mais qui rentre aussi dans nos capacités de production. Donc voilà, ça va être une balance, on n'a pas encore tranché. On prendra aussi vos retours au fur et à mesure qu'on va itérer sur cette map. Quasiment à chaque patch, on viendra toucher des choses, à chaque gros patch de trimestre. Mais c'est vrai que c'est surtout le gros patch du rover là, qui va amener pas mal de nouveautés. Ouais, tout à fait. De toute façon, la carte, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer tout au long du développement du jeu, en taille, mais aussi en choses à faire dessus. Donc là, le rover, c'est un peu la première échéance, mais c'est quelque chose qui va vraiment évoluer tout au long du développement. Question un petit peu similaire par rapport au souterrain. Aujourd'hui, on a des grottes, alors on les a plus ou moins exploitées, enlevées, etc. C'est un gameplay qu'on n'a pas vraiment développé. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à des souterrains, mon cher Varad? Eh bien, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup voir, l'exploration de grottes, qui permettrait d'amener du level design sous la map sans agrandir énormément la map, d'amener pas mal de nouveautés. Mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu à court terme. Donc on va y réfléchir. On sait que ça a été demandé par les joueurs. Nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Mais il n'y a pas d'échéance aujourd'hui qu'on peut annoncer à ce niveau-là.
Ensuite, concernant les véhicules, alors là, vous allez découvrir le premier véhicule pour le prochain patch, donc dans environ un mois. On n'a pas annoncé de date précise pour ce patch parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, mais ça va être aux alentours du fin juin, début juillet. On va juste essayer de pas tomber en plein milieu des soldes d'été Steam pour des raisons tactiques. Mais bon, en tout cas, ça arrive bientôt, donc vous allez pouvoir découvrir le gameplay autour du premier véhicule. Bah, en fonction de vos retours, c'est quelque chose qui pourra en effet être développé. On a pas mal d'idées de véhicules différents qui auraient des fonctions spécifiques. Nous, pour l'instant, ce qu'on a réfléchi, c'est avoir des véhicules spécialisés, donc notamment sur le sauvetage. On a pensé à un véhicule volant qui servirait un petit peu d'hélicoptère de secours, pour faire simple. Un véhicule plutôt basé sur la vitesse et donc sur l'exploration pour rapidement aller aux quatre coins de la map. Et un véhicule sur le forage permettrait d'avoir une espèce de petite station mobile pour aller chercher des minerais en plus grande quantité et en plus grande sécurité. C'est un petit peu les idées qu'on a pour l'instant. On attend beaucoup de vos retours sur le premier véhicule pour voir si c'est un système qui apporte suffisamment au jeu pour qu'on développe par la suite des véhicules différents et spécifiques, ou si finalement peut-être le rover se suffit à lui-même, ou est-ce qu'il faut retravailler l'expérience rover. Donc on aura des premières réponses aussi grâce à vous à partir du mois prochain. Vous avez Complètement. quelque chose à ajouter? Non, pas forcément, je pense que tu as bien résumé, on a beaucoup d'idées et après on verra ce qu'on peut faire. On aura plusieurs approches, si c'est trop coûteux en termes de temps de faire plusieurs véhicules, on pourrait aussi amener une dimension spécialisation du rover plus poussée pour remplir les fonctions que tu viens d'évoquer, donc on verra, on aimerait bien en ajouter d'autres en tout cas. La question suivante, c'est, est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres menaces qui sont prévues? Donc là, oui, clairement, c'est pareil, ça fait partie des pans du jeu qu'on va continuer de développer tout au long de la phase d'accès anticipé. Le gros pan, notamment, ça va être toute la gestion de la température et donc des incendies dans la station, qui a été annoncé dans la roadmap pour, il me semble, le Q4, donc le dernier trimestre de 2023. Et puis au-delà de ça, on reste assez ouvert aux idées qui viennent aussi au fur et à mesure, aux propositions. Je crois qu'on va en reparler un petit peu après, mais il y a des risques qui peuvent être liés aux maladies qu'on n'a pas encore trop développées dans le jeu. Et puis même des menaces environnementales. On a déjà envie d'étoffer et de rendre plus intéressantes celles qu'on a déjà, mais à terme, pourquoi pas ajouter des tempêtes de soufre, ce genre de choses. C'est aussi une possibilité. Ouais, pour ajouter à ce que tu viens de dire, nous, notre stratégie d'ajout de contenu dans le jeu, elle est en deux dimensions. Enfin, c'est pas la nôtre, d'ailleurs, c'est un petit peu tous les jeux qui fonctionnent de la même manière. Il y a ce qu'on appelle le contenu qu'on va horizontaliser, c'est-à-dire des nouvelles fonctionnalités qui vont ramener de nouveaux gameplays. Et il y a le contenu qu'on va verticaliser, c'est-à-dire qu'on va aller creuser dans des fonctionnalités qui existent déjà pour rajouter plus de matière. Et sur une première version du jeu, on a plutôt tendance à horizontaliser pour mettre en place tous les systèmes côte à côte et voir comment ils interagissent entre eux, voir ce qui est fun, voir ce qui marche pas. Et sur une deuxième partie de développement, on aura plutôt tendance à les creuser pour profiter du fait qu'on a développé une fonctionnalité pour qu'elle amène beaucoup de contenu et qu'elle apporte beaucoup à l'expérience de jeu. Donc là, on est un petit peu dans une phase de transition, je dirais, puisqu'on a beaucoup horizontalisé jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste encore des grosses fonctionnalités implémentées, comme le rover, typiquement. Mais petit à petit, on va basculer de plus en plus dans de la verticalisation. Donc aujourd'hui, on a un système de blessures, par exemple. Et on va pouvoir rajouter de nombreuses blessures. On va pouvoir rajouter des maladies, etc., qui vont s'intégrer dans la même logique. Ça répond aussi en partie à des questions qui suivent, mais sur l'équipement, c'est un petit peu la même chose. Notre fonctionnalité de craft et de gestion de l'équipement, elle existe. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile de rajouter des nouveaux équipements. Donc là, on est dans de la verticalisation de contenu. Donc petit à petit, on va faire cette bascule. On va continuer de développer des nouvelles fonctionnalités à chaque gros patch. Et on va petit à petit intégrer des contenus à des systèmes existants pour enrichir le jeu, améliorer la durée de vie et donner plus de possibilités stratégiques.
Et donc complètement pour enchaîner avec donc une question un peu similaire sur le craft, et bien pareil en fait c'est la même logique à chaque gros patch. On va essayer de créer de nouveaux objets en lien avec le gameplay qu'on va vous proposer. Donc peut-être un extincteur pour les incendies, ce genre d'équipement. Là pour l'instant on est sur le rover, donc des outils pour le réparer, faire sa maintenance. Des équipements aussi à transporter, pourquoi pas dans son coffre, ce genre de choses. Donc à chaque patch, on va rajouter quelques équipements, voire peut-être beaucoup s'il y a un patch qui s'y prête et qu'on a de nombreuses idées. On peut enchaîner sur la question suivante, qui est un petit peu également dans la même logique, puisque on nous demande si on va ajouter des nouvelles salles, ou combien on va en ajouter. Nous, notre philosophie par rapport aux salles, c'est qu'elles doivent créer un nouveau gameplay, en fait. Vous l'avez remarqué, à chaque fois, une salle est liée à un pan du jeu. La salle médicale nous ouvre vers le contenu de gestion des blessures, etc. Là, bah, par exemple, dans le prochain patch, il y a une nouvelle salle qui est liée au rover. C'est le hangar qui est destiné à accueillir et à améliorer votre rover. Donc à chaque fois qu'on va release un gros patch avec une nouvelle fonctionnalité, il y aura une salle qui sera liée à ce nouveau gameplay. Donc oui, il est prévu de rajouter des nouvelles salles. Combien? Ben, on peut pas trop vous dire, mais ce sera pas 200 et ce sera pas 2 non plus. Ce sera probablement entre les deux. Le but, c'est de à chaque fois que ce soit connecté à du gameplay qui va vraiment enrichir l'expérience de jeu. Bah, pour donner un ordre d'idée, il y en aura déjà au moins une par trimestre, donc le hangar qui va arriver, au moins une au prochain trimestre et une au suivant. On a encore plusieurs idées sous le coude. Et puis là-dessus, il y a eu aussi des propositions de la communauté qui étaient intéressantes et on se doute pas qu'il y en aura d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez ouvert. Je pense que vous l'avez compris maintenant, on développe le jeu par bloc. Et donc si on a envie d'ouvrir un nouveau pan de gameplay du jeu, il y aura sûrement un personnage, des compétences et une salle associée à ce pan de gameplay. Alors peut-être avant de passer à la suite, il y a eu quelques questions du chat remontées par Alina. Quand la version GOG, euh, ça viendra en Duel Blue, ça viendra. Bah, je pense qu'on peut dire que ça Euh, sera pour la 1.0, ce sera pas avant de toute façon. A priori, tant Non, qu'on est en enfin, accès anticipé, on n'a pas forcément pour l'instant. Ça peut changer, je mais pour sais, l'instant, on n'a pas forcément prévu de sortir sur d'autres plateformes. je sais que la question est exprès un peu pour nous troller, mais en vrai, c'est intéressant d'y répondre pour ceux Mais qui on aime bien GOG. que ça intéresse aussi. Nous, en fait, c'est plus simple pour nous de gérer un accès anticipé sur une seule plateforme. C'est pour ça qu'on reste sur Steam, parce que en termes d'outils, ça nous va bien. Mais en effet, on n'a pas de volonté et ni de contrat d'exclusivité avec Steam. Donc l'idée, c'est plutôt, une fois que le contenu du jeu est stabilisé, donc après la sortie en 1.0, de pouvoir en effet être présent sur d'autres plateformes, dont GOG. Donc ne t'inquiète pas, Angel Blue, voilà, nous n'est pas du tout fermé au DRM free. D'ailleurs, notre jeu n'en contient pas non plus sur Steam, mis à part ceux de Steam. Donc non, c'est pas du tout une démarche qui nous pose problème, au contraire. Question de maths, à quand le rover en salon? Alors, je sais pas s'il y a un jeu de mots que j'ai pas compris ou si c'est pas la ref, mais je sais pas quoi répondre. Ah, Euh... immense le rover, hein. Si on avait dû le fabriquer pour la campagne, on serait pas clair, hein, Ah oui, en clairement. salon, d'accord, oui, en salon, en événement, Ouais. quoi, d'accord. Mais Ouais, ce bon, serait stylé. oui, si tu as des Alors, compétences en mécanique et que tu veux nous aider à fabriquer ça. il faudrait faire un partenariat avec Villebrequin. À quand le personnage de Thomas Pesquet? Ben, écoute, ce n'est pas prévu, mais si tu le connais personnellement, n'hésite pas à le contacter de notre part, on serait ravis de discuter avec lui. Après, si on reprend le flot des questions, avec une si belle salle médicale, est-il prévu qu'il y ait de nouvelles conditions à soigner? Donc on en a un petit peu parlé, ça fait partie du contenu à verticaliser justement. Oui, bien sûr, on ajoutera des nouvelles blessures, des nouvelles maladies qui vont répondre à certains événements du jeu, histoire d'avoir des choses un peu spécifiques aussi qui se passent dans le jeu et qui nécessitent un traitement particulier.
Tu proposais, donc je crois que c'était une question de Jordan Horn, d'aller vers des implants un peu cyberpunk et tout ça. Pour l'instant, c'est pas forcément une vision qu'on a creusée, parce que on souhaite que le jeu reste un petit peu réaliste et vraisemblable. On n'est pas dans une démarche de prospective, de futurologie, etc. Mais encore une fois, c'est pas exclu parce qu'il y a certaines technologies dans le jeu qu'on a clairement imaginé ou déduit des recherches d'aujourd'hui. Voilà, on ira vers des choses de science-fiction. Après, on fait pas un jeu à la thématique cyberpunk. Mmh. À Voilà. la limite, on serait plus sur les, comment dire? Les prothèses, pour les amputations, ce genre de choses. Ça serait déjà, Oui, peut-être un peu plus dans le thème et ça amènerait un pan de gameplay intéressant avec, aussi peut-être des alternatives, aux soins qui seraient de crafter des prothèses, de les équiper à vos personnages. Hem ouais, tout à fait. Va-t-il y avoir Donc, plus de consommables? Bah, oui, notamment par exemple en lien avec, ce que Romain vient d'évoquer, des consommables liés à la médecine par exemple. On n'a pas encore trop non plus développé le pan des maladies, psychiques, tout ce qui peut être, lié à la dépression, c'est des conditions de survie un peu extrêmes. Donc pourrait y avoir des médicaments, ce genre de choses en lien avec, tout ce pan de gameplay qui est encore à construire, quoi, à développer puisqu'il y a la base. Et puis oui, il y aura de manière générale, plus d'équipements, donc aussi des consommables, hein, ils feront pas exception. Hem, y a-t-il des améliorations de combinaison ou de personnages de prévues? Alors, c'est un peu la même réponse hein, sur tous ces sujets-là. On est dans de la verticalisation de contenu, donc à partir du moment où les systèmes existent déjà, pour nous, c'est pas forcément très coûteux de rajouter des éléments, donc des équipements, des améliorations. Donc ce sera fait, et ce sera fait en lien avec les thématiques des mises à jour qu'on va vous proposer. Typiquement, quand c'est voilà une mise à jour sur le rover, on va rajouter du contenu qui est lié au rover. Quand c'est une mise à jour sur les catastrophes, on va rajouter du contenu lié aux catastrophes. Et entre-temps, d'ailleurs vous l'avez probablement remarqué sur le premier trimestre, ce qu'on fait, c'est que dans des patchs intermédiaires, avant les sorties trimestrielles des gros patchs, on va aussi piocher dans vos idées et dans vos suggestions euh, des, euh, des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux types de contenus, d'équipements. Qui s'intègrent pas forcément dans le gros patch trimestriel, mais qu'on peut rajouter un petit peu au fil de l'eau. Donc là, nous, on fait un vrai tri, enfin on fait une vraie veille pour essayer de rassembler les idées que vous proposez, que ce soit via le forum Steam, via les questions du jour sur Discord, via les conversations qu'on peut avoir les uns avec les autres. On fait un travail d'inventaire, de classification, de tri, et on rajoute les fonctionnalités qui sont en général les plus plébiscitées ou qui nous semblent plus intéressantes. Donc, faut pas hésiter de ce point de vue-là. Voilà, si c'est quelque chose qui te semble super important dans le jeu, des améliorations de combinaison à proposer. Voilà, on garantit rien et surtout on donne pas de délai sur l'implémentation, mais c'est quelque chose qu'on regarde et qui fait partie de ce travail de réflexion de qu'est-ce qu'on va pouvoir intégrer pendant les phases intermédiaires avant de sortir les gros patchs. il y a ensuite une question sur le lore et on nous demande s'il va être enrichi. Donc oui, complètement, on y travaille, un peu au fil de l'eau. Faut savoir que, comme dans pas mal de jeux de survie, pour ceux qui ont fait des accès anticipés de jeux de survie, en général, le lore, c'est une surcouche qui va venir, au final un peu, amener de la narration de manière un peu plus superficielle, qui va pas être core à l'expérience de jeu. Donc nous, on a des idées et un lore de base qu'on développe au fur et à mesure. Et je pense que vous le percevrez plus et vous le ressentirez plus tardivement dans le développement, quand on va venir ajouter toutes ces couches un peu plus superficielles, où on a déjà besoin déjà que la base du jeu soit sécurisée, que les mécaniques soient stabilisées et bien comprises par les joueurs. Et puis c'est quelque chose qu'on va amener de manière plus importante plus tard dans le développement, mais qui est pris en compte et qu'on a envie de faire. C'est pas pour rien aussi qu'on a choisi d'avoir des personnages nommés avec un background et une histoire qui leur est propre.
C'est qu'on a envie aussi de raconter des choses et de vous aider à vous familiariser avec ces personnages, à les connaître. Et donc vous allez avoir besoin d'un peu de contexte pour ça. Oui. Je dirais qu'il y a aussi un autre paramètre qui agit sur l'épaisseur future du lore, de la narration. C'est les moyens qu'on va avoir à disposition pour le réaliser. Notamment parce que nous on se concentre sur des mécaniques de jeu pour faire déjà un bon jeu et tout ce qui va être voilà, on va dire secondaire, type des cutscenes par exemple dans les jeux pour amener de la narration, pour amener de la cinématographie. Ça, c'est des choses que nous on considère aujourd'hui comme optionnelles et qu'on fera si on a les moyens. Donc il y a une vraie aussi logique économique, hein. C'est pour ça qu'on fait un early access. C'est pour voir jusqu'à quel degré d'ambition on va pouvoir pousser le jeu, à quel niveau de détail on va pouvoir l'emmener. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas encore des réponses arrêtées. Si on peut, on ira voilà, jusqu'à amener beaucoup de richesses narratives, travailler des scènes notamment qui vont apporter beaucoup de un caractère épique et puis nourrir les personnages. Si on peut pas se le permettre, on va se concentrer sur ce qui est cœur au jeu et donc du coup plutôt un aspect bac à sable que narratif. Il y avait ensuite une question sur les mécaniques de survie. Est-ce qu'elles vont être améliorées et recevoir d'autres sources? Alors là, je suis pas totalement sûr de comprendre. Quelle mécanique de survie en particulier? Est-ce que c'est le système de jauge? Est-ce que c'est la, la- la prise des repas, la manière de remonter ces jauges? Je pense que Oh, c'est une question un peu générale justement qui traite un peu tout ça. Enfin moi je l'ai interprété comme ça alors oui, sur de manière globale, je pense qu'on peut dire oui. La plupart des systèmes du jeu, même les systèmes core sur lesquels on a déjà posé beaucoup de choses et qui sont assez stabilisés, vont potentiellement être améliorés en fonction des retours des joueurs. Donc par exemple sur la partie faim, gestion des repas, etc. Nous on a beaucoup d'idées sous le coude qui arriveront probablement en même temps que on va pouvoir développer la partie cultiver spatioculture, qui est également un des pans du jeu qui mériterait d'être développé, qui a une base solide mais qui est encore pauvre en termes de contenu. Donc oui, c'est des choses qu'on va continuer d'améliorer. En termes de ressources, de même, on se prive pas forcément d'ajouter des ressources en fonction des besoins. Ça pourra être des ressources d'ordre matériaux chimiques pour le craft de médicaments, ce genre de choses. Il y a également la gestion de l'eau, qui est quelque chose qui a été pas mal demandé, évoqué, qu'on réfléchit toujours dans un coin de notre tête. Donc complètement, c'est des choses qui peuvent être améliorées avec le temps. Nous, à ce niveau-là, on est plus à l'écoute de vos retours et aussi à prioriser. S'il y a beaucoup de retours qui vont dans le sens que un des paramètres de survie, une des mécaniques est pas intéressante ou est pas équilibrée, etc., bah, on continue de la retravailler. va-t-il y avoir des objectifs cachés bonus? Alors il y a déjà un Easter egg que vous avez pas trouvé. Oui, on est en train de réfléchir à un système justement qui mélange narration et objectifs cachés, bonus à trouver. Ce sera pas implémenté au prochain patch, mais probablement dans le courant de l'année. Donc on vous en dit pas trop parce que faut que ça reste un peu la surprise. Mais oui, oui, on est bien conscient que ça améliore aussi l'expérience de jeu d'avoir à chercher, collectionner, à avoir des surprises, etc. Donc c'est évidemment pas cœur à l'expérience du jeu, donc on n'a pas commencé par ça, mais on ajoutera des choses qui vont dans ce sens-là. En plus des véhicules, d'autres types de transports sont-ils prévus? Alors je crois qu'on a un peu répondu à cette question, mais peut-être tu avais des précisions, Jarad. Alors, à un moment, on avait évoqué un mode de transport en intérieur dans la station.
C'est quelque chose pour l'instant qu'on a laissé de côté, mais qui reviendra peut-être, un espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, un segway? Heu, je crois que c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être, implémenté à terme. Sinon, non, on va rester sur les véhicules, hein. L'objectif, ça reste quand même de trouver un moyen de s'échapper, pas d'installer un réseau de tram, sur IO. Il y a une question ensuite sur la coop, donc une question qui nous a été beaucoup demandée, auquel on a déjà pas mal répondu, je pense. Donc est-ce qu'elle est envisagée? Si oui, combien de joueurs? Sinon, pourquoi? Alors envisagée, oui, parce que clairement il y a une grosse demande, c'est un gros plus aujourd'hui, pour les jeux en plus de proposer la coop. Nous-mêmes en interne, c'est quelque chose qui nous plaît, l'idée de pouvoir jouer aussi ensemble au jeu. On aime bien de manière générale les jeux en coop. Donc s'il y avait un nom entre guillemets, c'est en fait plutôt le temps et le coût que ça va prendre de l'intégrer. Et pour le combien de joueurs, on partirait plutôt sur 2 joueurs où vous allez, probablement vous partager, 2 survivants chacun en fait. Ça serait peut-être la façon la plus simple, de l'implémenter sans casser tout le game design actuel du jeu. Heu, mais il y a rien de tranché à ce niveau-là pour l'instant et puis c'est un chantier qui avance, tranquillement. On fait un peu de R&D, heu, sur, sur le fil, quand on peut pour, essayer de débroussailler le sujet. Avant de passer à la suite, on a des questions d'Angel Blue et Tiflo. Donc, Angel Blue demandait pour les mods. Alors clairement, on attendra la version 1.0 comme tu le pressens. Pour l'instant, c'est vraiment trop tôt vu que le jeu est pas stable. Ça va casser de toute façon que la communauté va proposer à chaque fois. Mais pourquoi pas? C'est un truc qui nous parle bien aussi. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui va vraiment dépendre de la sortie en 1.0. Voilà. De la réussite commerciale du jeu, de l'intérêt qu'il y a aussi dans le temps, parce qu'il faut un jeu qui survit au-delà de quelques semaines après la sortie, hein, pour garder l'intérêt d'une communauté de modeurs. Donc voilà, ça va dépendre de pas mal de paramètres, mais si c'est possible, c'est évidemment quelque chose qui nous plaît. Alors la question sur les ventes, peut-être on y reviendra après, parce il y a déjà des questions qui ont été posées comme ça et qu'on a intégrées dans la deuxième partie, question sur le studio. Donc elle est notée. Angel Blue, ta question, on la détaillera plus tard. Et Tiflo demande si c'est envisageable de générer des cartes aléatoires. Alors clairement, c'est pas la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Nous, on fait pas du procédural sur la gestion du terrain. On préfère faire quelque chose de plus fin, de plus maîtrisé en les designant à la main. En revanche, vous l'avez probablement remarqué, d'une partie à l'autre, il y a beaucoup de composantes de l'environnement qui sont générées aléatoirement ou procéduralement, on va dire plutôt. Et on est même en train de pousser un petit peu plus loin le système avec des notions de ce qu'on appelle le design systémique. Donc la gestion par exemple de la chaleur aujourd'hui dans le jeu, elle est simulée de manière autonome avec des variables physiques. Et on va aller de plus en plus vers ça, vers un monde qui certes sera sur une carte designée manuellement, donc non aléatoire, mais avec une forte rejouabilité puisqu'il y a plein de systèmes qui vont se connecter dessus et qui vont faire que vous n'aurez pas la même expérience à chaque partie. Ça, c'est plutôt notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir ce système-là qui fonctionne bien. Vous verrez déjà la prochaine mise à jour qu'il va y avoir pas mal de changements sur la carte. Après, faut jamais dire jamais. On pourra aussi vous donner des outils pour agir sur le terrain, mais pour l'instant, on veut déjà stabiliser cette façon de designer les niveaux. Et juste pour Et terminer, du coup, le commentaire d'Angel Blue, non, l'idée c'est pas que la coop prenne le pas sur le jeu solo, hein. On fait d'abord un jeu solo. Là-dessus, il n'y a pas de oui, souci à avoir. Euh, oui, tout à fait, ce sera une expérience secondaire, la coop, qui sera équilibrée à peu près comme le jeu solo, en tout cas, donc on continuera d'équilibrer le jeu pour l'expérience solo. pour terminer sur les questions de gameplay, on arrive au bout. Donc il y avait une question sur va-t-il y avoir d'autres gestions de ressources? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu tout à l'heure. Euh, En ce qui concerne, donc il y avait eau, électricité, oxygène.
Oxygène, on va sûrement développer la chose parce que c'est déjà un peu le cas dans la station, mais le système pour l'instant est pas très Un peu développé, en tout minimaliste. cas de ce qui est à la main du joueur. C'est pas encore au niveau de ce qu'on aimerait. Eau, électricité, on ne sait pas encore, on n'a pas tranché, mais c'est clairement dans les cartons et on y réfléchit. On sait que c'est pas mal demandé, notamment toute la gestion de l'énergie, donc c'est pas Oui. exclu. En fait, on se pose toujours la question sur ce genre de système. Il y a des attendus de certains genres. Donc, quand on fait du base building, on se dit, bah oui, évidemment, il faut de la gestion de l'énergie. Mais on se questionne un petit peu toujours sur est-ce qu'il faut faire ce qui est le plus attendu dans un jeu parce que, on va dire que c'est constitutif du genre, ou est-ce qu'il faut que nous, justement, on aille innover et faire des propositions un peu alternatives. Il n'y a jamais de bonne réponse à cette question. Nous, on considère qu'il faut un peu un mix des deux. Donc c'est pour ça qu'il y a des systèmes dans le jeu qui sont classiques, on va dire. Mais notre but c'est pas de refaire un jeu qui a déjà été fait 100 fois. Donc on n'ira pas forcément euh, implémenter tous les attendus et tous les poncifs des jeux de survie ou des jeux de stratégie. On va plutôt essayer d'innover là où ça nous semble intéressant. Si on implémente l'énergie, il faut que ça apporte quelque chose, un peu de caractère à notre jeu et que ça développe vraiment du gameplay, que ce soit pas simplement on met de l'énergie parce que dans les jeux de survie il y a de l'énergie quoi. Vous voyez, faut que ça aille un petit peu au-delà. En plus de ce que j'ai vu sur la roadmap, qu'avez-vous en tête concernant les nouvelles fonctionnalités qui permettront de mettre à l'épreuve mes compétences de gestion? Question très générale, tu l'interprètes comment, Victor? Alors, je pense que déjà sur la question de qu'est-ce que vous avez de prévu en plus de la roadmap, on peut résumer en la coop, qui est quelque chose qui n'est pas annoncé dans la roadmap, mais qui va prendre du temps à faire des recherches, voir comment on va pouvoir l'appréhender et quand est-ce qu'on pourrait la release. Il y a toutes vos suggestions où on prend le temps de rassembler tout ça, d'intégrer. On a intégré pas mal de fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues ou annoncées, telles que le recyclage, ce genre de choses, parce qu'elles étaient très demandées par les joueurs. Pour vous, c'était des attendus, donc on voulait prendre le temps de repousser un peu nos autres priorités pour faire ces choses-là. Euh, Derrière, sur les grosses fonctionnalités non annoncées, je sais pas, il y a peut-être essayer de développer un peu la partie sociale, relationnelle entre les personnages. On y réfléchit toujours en fond. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans la roadmap, mais qui serait un du pan du jeu qu'on aimerait bien amener, qui permettrait d'amener un petit peu de narration, non pas via quelque chose de téléguidé et une histoire que vous devez suivre, mais qui va être un peu plus organique et se faire au fil de l'eau en fonction de vos parties. Euh, Sinon, voilà, j'ai envie de dire beaucoup de choses en fait, des idées de mécanique, de fonctionnalité, c'est pas ce qui manque. On peut voir toutes les idées que vous avez vous-même, que vous proposez sur la communauté. On voit bien que c'est pas ce qui manque. Donc après, c'est plutôt aussi une question de temps, de qu'est-ce qu'on peut faire. Et là-dessus, on va donner toujours la priorité à ce sur quoi on s'est engagé, c'est-à-dire ce qui est annoncé dans la roadmap. Et puis garder du temps aussi pour les urgences, gérer les bugs, garder du temps pour tout ce qui vient parasiter et prendre aussi un petit peu de temps de développement en parallèle. On a terminé les questions sur le gameplay. On va essayer d'aller plus vite sur la deuxième partie. Alors non, peut-être question pour vous, donc qui nous écoutez. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes ou plus qui a envie d'intervenir, de venir discuter avec nous? Comme ça, on garde 10-15 minutes peut-être pour ça. Il n'y a aucune obligation, aucun stress. En tout cas, si vous souhaitez intervenir, il faut qu'on garde un peu de temps. Sinon, on prend les 20-25 minutes qui nous restent pour aller au bout des questions qui ont été posées. Donc je vais commencer sur les questions sur le studio et vous mettez un petit mot dans le chat pour savoir si vous voulez intervenir, comme ça on prévoit. Deuxième partie, donc les questions sur le studio. La première c'est combien êtes-vous à travailler sur le jeu? Pouvez vous présenter l'équipe? Alors combien à travailler sur le jeu? Bah, vous le voyez, puisque de toute façon tout le monde a,
et sur Discord. Donc je vais vous présenter l'équipe, comme ça vous aurez un point de vue un petit peu plus précis. Donc dans l'équipe, on a d'abord des développeurs, hein. C'est grâce à eux que le jeu existe et que les idées qu'on a se matérialisent. Donc il y a Chiz, Xavier, qui est associé de Supercube et qui est donc CTO, qui a la responsabilité technique du projet, qui travaille avec d'autres développeurs autour de lui, donc Gukan, qui s'occupe lui principalement d'intégrer du gameplay et des interfaces. Et puis plus récemment également, il travaille sur un volet graphique, intégration des éléments graphiques dans le jeu. En développeur également, on a Tonio qui nous a rejoint il y a quelques semaines, quelques mois maintenant même. Donc Tonio est un développeur de talent qui travaille sur des choses assez complexes, notamment si le rover a des bugs, bah, vous saurez à qui vous adresser puisque c'est lui qui a travaillé sur toute la physique du rover. Et puis on a intégré plus récemment Alexis, Itsu sur le Discord, qui lui travaille sur une refonte de l'aspect visuel des personnages. Donc pour l'instant, je vous en dis pas trop, mais vous allez probablement avoir quelques surprises sur les personnages dans peu de temps. Donc ça, c'était pour la team dev. On a également des artistes qui sont responsables donc de travailler sur les graphismes, les visuels du jeu. Donc KB Kevin, qui est notre lead artiste, qui est responsable de quasiment toute la 3D que vous avez dans le jeu. Donc, il travaille aussi bien sur ce qu'on appelle le hard surface, donc la station, les véhicules, tout ce qui va être un peu matériaux durs, mais également sur l'environnement. Donc, la création du terrain, des rochers, etc. Il travaille avec Gwenaël Gnocchi, qui est un technical artist, donc qui va être lui responsable de créer certains effets visuels qu'on appelle des shaders. Donc ça va être typiquement des liquides, des matériaux particuliers. Puis il travaille également sur l'optimisation graphique du jeu qui fait le pont entre les développeurs et l'équipe artistique. On a également Pourfan, Pierre, qui lui fait tout ce qui est VFX, donc les effets visuels des particules, donc des étincelles, de la fumée, de la poussière, des éclaboussures. Voilà, dès que vous voyez des petites particules dans le jeu, donc c'est Pourfan qui a réalisé ça. Dans l'équipe artistique, on a également le son avec David Mello, qui lui donc est sound designer. Il, il conçoit tous les sons qu'il y a dans le jeu, que ce soit de l'ambiance ou du son qui se déclenche lors d'une animation, ce genre de choses. Et puis un compositeur, Johanny, qui lui s'occupe de la musique. Sur la partie design, on est deux avec Jarad, donc Victor, ici présent, et moi-même. Donc on a tous plusieurs casquettes dans le studio, vous comprenez bien qu'on n'est pas 300. Donc on fait tous pas mal de choses, mais on va dire que notre activité principale, c'est surtout de faire le game design du jeu. Avec Victor aura un volet un petit peu plus documentation, voilà, création des documentations, équilibrage du jeu, test utilisateur, tandis que moi je vais plutôt avoir des fonctions un peu différentes, complémentaires. Par exemple, je réalise les animations dans le jeu ou les interfaces. Voilà. Voilà. On a tous évidemment beaucoup de postes parce que on est dans une industrie qui est assez découpée en termes de spécialisation et forcément quand on est une dizaine de personnes, on peut pas avoir des spécialistes pour chaque métier, donc on est obligé d'être assez polyvalent. Bon, je pense que ça répond à la question. La question suivante, c'était donc où êtes-vous et dans quel cadre travaillez-vous? Donc pour ceux qui ne savent pas, on est une équipe francophone. Je dis pas française parce qu'il y a David qui est belge, mais on est essentiellement basé en France. Le siège de l'entreprise est à côté de Tours. On a des bureaux à Tours et on travaille la majeure partie du temps à distance puisque chacun dans l'équipe est situé un peu aux quatre coins de la France. Donc ça nous arrive régulièrement de nous voir, mais l'essentiel du temps on est quand même à distance.
Est-ce que le jeu est rentable? Donc on avait parlé de revenir sur cette question tout à l'heure. Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que en fait la notion de rentabilité pour nous elle est un peu particulière. On est tous co-auteurs du jeu, donc on n'a pas de, de masse salariale tous les mois à libérer. Donc en fait on est plutôt assez libre et indépendant dans le sens où si le jeu fait des revenus, on se paye. Si le jeu fait pas de revenus, on se paye pas. Donc la notion de rentabilité est un petit peu différente. Euh, pour nous, ça correspond à des objectifs qu'on s'était fixés, la sortie du jeu. Donc, on est quand même content de la façon dont ça s'est passé et le nombre de ventes qu'on a fait nous permet de continuer. Après, voilà, vous savez sans doute, le jeu indépendant, ça reste quand même un milieu qui est assez précaire. Il y a énormément de projets qui ne survivent pas à leur sortie. Donc, nous, on a déjà eu cette chance de survivre à notre sortie et on est déjà heureux de ça. Mais l'avenir est jamais tracé. Les ventes fluctuent. Elles dépendent de plein de facteurs qui sont pas forcément peu maîtrisés par nous. Donc nous, voilà, on est toujours en recherche d'améliorer le jeu pour essayer de toucher plus de public, d'améliorer la note sur Steam, de créer plus de contenu pour que vous soyez content de revenir dans le jeu et que vous ayez envie d'en parler autour de vous. Évidemment, on est ultra dépendant des ventes et on n'est pas dans la situation de certains jeux indés qui auraient vendu 5 millions de jeux à la sortie et puis qui pourraient partir en vacances et s'acheter des Porsche. On est très très loin de ça. Mais voilà, disons que on a déjà réussi à ne pas mourir en sortant le jeu et en fait finalement c'est assez exceptionnel sur le marché des jeux indés. Voilà, on a beaucoup de collègues autour de nous qui galèrent et donc on est déjà très satisfait de cette situation. Après, voilà, chercher à améliorer les choses et rien n'est jamais acquis. Allez-vous rester indépendant ou vous associer à un éditeur? C'est un peu le corollaire de la question précédente. Quand un jeu sort et vend 5 millions de copies, il n'a pas besoin d'éditeur. Et quelque part, garder une indépendance créative, c'est toujours assez précieux et ça peut être une bonne stratégie. Nous, on étudie toutes les options. Aujourd'hui, on discute avec des éditeurs, on discute avec des investisseurs, on cherche à trouver des relais pour financer le développement. Donc, tous les scénarios sont possibles. Ça changera pas grand-chose pour vous, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on continuera à travailler sur le jeu et on ira jusqu'au bout de la roadmap. Mais ça peut donner des perspectives au studio. Par exemple, pour recruter des talents qui nous manqueraient et donc améliorer la qualité du jeu. Pour pouvoir aussi continuer à le maintenir après la sortie en 1.0. Ça, c'est un un vrai enjeu. Si financièrement on est confortable, on peut continuer à faire de l'early access après l'early access. Si c'est précaire, en fait, on aura tendance plutôt à laisser le jeu en l'état ou à avoir une stratégie de DLC. Donc c'est aussi voilà ce qu'on regarde. On regarde un peu le panorama financier dans son ensemble et on reste attentif voilà aux propositions qu'on peut nous faire d'un côté et aux ventes du jeu de l'autre pour essayer de trouver le meilleur scénario pour nous. Quoi qu'il en soit, alors on a déjà reçu des propositions d'éditeurs. Nous, on a refusé les propositions qui nous ont été faites parce que soit on considère que ça met en danger notre indépendance créative, et ça c'est quelque chose voilà, auquel on tient. Soit parce que simplement il y avait le contrat qui était proposé était pas assez avantageux pour nous. Mais donc voilà, on reste assez exigeant et si un jour on devait signer un contrat, ce serait avec quelqu'un avec qui on sent en confiance. Allez-vous développer d'autres jeux, vous concentrer sur The Pioneers? On va développer d'autres jeux. On est dans une démarche de solidifier le studio et on pense aussi à l'avenir, à l'après The Pioneers. Donc on a déjà des prototypes en tête, on a déjà commencé à travailler sur quelques petites choses, plutôt sur notre temps libre qui est quand même pas énorme. Donc oui, clairement, on aura d'autres choses à proposer qui seront pas d'ailleurs forcément sur le même registre. Voilà, quand ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un jeu, ça fait aussi du bien d'aller explorer d'autres genres, d'aller apprendre des nouvelles choses.
Donc ce sera pas forcément The Pioneers 2. Et bah c'est pas trop dur de travailler autant de temps sur le même jeu. Bah voilà, j'ai en partie répondu à la question. Alors c'est pas que c'est dur, je pense qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait et voilà, il y a une espèce aussi de fierté de faire des projets un peu longs, un peu complexes et de les aboutir. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de s'ouvrir l'esprit, on a envie de diversifier ces sujets de réflexion, d'acquérir des nouvelles compétences. On a aussi d'autres choses à raconter. Donc oui, oui, c'est pas que c'est dur, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire autre chose en parallèle ou à la suite. Oui, ça peut être un peu épuisant mentalement, donc ça fait du bien aussi de s'aérer l'esprit, Oui, de oui, voir tout à d'autres fait. choses. Et puis c'est bien de faire autre chose et puis de revenir Mm. au jeu. Voilà, ça fertilise aussi de travailler sur plusieurs projets à la fois. Les idées qu'on a pour l'un peuvent s'adapter à l'autre et voilà. Mm. Et ça, Et c'est on peut. bénéfique de pas être monolithique sur le même truc. Oui, et de la même manière qu'on va transférer tout ce qu'on a appris sur The Pioneers sur nos prochains projets, ces mêmes projets peuvent nous apprendre des choses qu'on va pouvoir derrière appliquer aussi sur The Pioneers et tirer les choses dans le bon sens. Ouais. Euh, Question sur la Yep. communauté. Oui, tout à fait. Donc il y avait 3 questions pour finir et après peut-être que bon, il n'y a pas forcément de volontaire, je crois, pour prendre la parole à l'oral, mais on pourra répondre aux questions qui ont été posées par écrit pour conclure. Donc sur la communauté, on nous demandait quels sont les retours de la communauté sur le jeu. Alors bah, vous y avez principalement accès, au même titre que nous. Donc les retours, ils sont soit sur le hub de la communauté Steam, soit sur le Discord, principalement. Bah, vous voyez qu'aujourd'hui, le jeu, il a quand même reçu un plutôt bon accueil. Donc on est content de ça parce que faut savoir que c'est quand même une vraie angoisse quand on sort un jeu parce que derrière la note Steam détermine absolument toute la dynamique de vente du jeu. Donc potentiellement une mauvaise note et c'est des années de boulot qui s'effondrent. Donc là-dessus on est content de notre note Steam clairement. Après, nous, ça nous suffit pas. On voudrait avoir 90-95%, donc on va travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, les reproches qui sont faits au jeu, on les a bien entendus. Alors, il y avait déjà toute une phase où on nous reprochait des bugs, et c'est vrai, c'est un jeu qui est complexe, donc forcément, il y a beaucoup de bugs. Ça a pris du temps aux équipes et euh, aux équipes dev de les traiter. Donc bon, voilà, il en reste, mais on va dire que 90% du travail a été réalisé. Et c'est aussi grâce à vos retours. Merci franchement à tous ceux qui participent à écrire des rapports de bugs. Parce que nous, on n'a pas 150 testeurs derrière pour nous faire remonter les bugs à chaque fois qu'on sort une fonctionnalité. Donc bon, c'est super que vous participiez. Donc voilà, ça c'est une des critiques qu'on a fait au jeu pendant plusieurs semaines. Ça va mieux, donc ça c'est plutôt bien. Les autres retours qu'on peut avoir aujourd'hui qui pénalisent peut-être la réception du jeu, ça va être sur le manque de contenu. Bon, bah voilà, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Horizontalisation, donc les nouvelles fonctionnalités vont arriver. Verticalisation, on va creuser les systèmes déjà en place pour augmenter la durée de vie du jeu, augmenter les possibilités stratégiques. Donc voilà, alors ça, on n'est pas forcément trop inquiet parce que on sait Ça que c'est prend le du temps temps. qui va permettre de répondre à ces attentes. Ça reste un early access. Il y a des gens qui estiment que les early access doivent être quasiment de la qualité d'un jeu fini. Bon, bah nous clairement, c'est pas notre vision de l'early access. Donc on estime que c'est intéressant de développer le jeu avec la communauté. Donc on l'a sorti assez tôt. Voilà, on regrette pas du tout ce choix, mais forcément, on savait qu'on allait avoir des retours de gens qui aujourd'hui exigent que les early access soient quasiment des jeux finalisés. Bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on fait jamais l'unanimité. Nous, ce qui nous rassure surtout, c'est qu'on voit que l'idée du jeu, elle est bien accueillie, que les systèmes qui sont aujourd'hui marchent bien entre eux, que les gens prennent du plaisir dans le jeu.
Et donc, ceux qui sont insatisfaits parce qu'ils aimeraient en voir plus, on leur demande de patienter, quoi. Et puis on espère que, pour ceux qui ont mis des reviews négatives, on espère qu'ils les changeront dans le futur en relançant le jeu dans quelques mois. Puis si Les questions du jour. Ouais, vas-y, pardon. on est sur un jeu qui est un peu niche aussi, hein, qui peut être des fois un peu clivant. Et donc c'est toujours bien de mettre aussi en balance les retours positifs et négatifs. Des fois ça permet aussi de relativiser. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prennent beaucoup de plaisir sur le jeu et ça fait déjà très plaisir. Donc on sait que pour le reste, en effet, c'est le temps qui fait que on pourra répondre aux demandes sur le contenu, la rejouabilité ou ce genre de choses. Les questions du jour ainsi que leur réponse de l'influence-t-elle sur vos prises de décision? Bon, ça on en a un petit peu parlé, mais oui, nous on les lit, on les compile quand c'est notamment des questions sur le gameplay. On a de la documentation qui est tenue à jour où il y a toutes les idées qui sont proposées et on leur attribue un score en fonction du nombre de fois où elles apparaissent, en fonction du nombre de gens qui vont liker un post, ce genre de choses. Donc ça nous permet de faire des arbitrages quand on doit implémenter des petites fonctionnalités intermédiaires, on va aller piocher là-dedans. Et puis sur des réactions par rapport à des systèmes existants, oui, en effet, ça nous permet de corriger, puisque nous on ne collecte pas de data dans le jeu pour traquer toutes vos actions. Donc avoir un avis un peu qualitatif sur est-ce que vous trouvez que ce qu'on a fait là c'est bien ou voilà comment vous l'amélioreriez, etc. Oui, c'est des retours qu'on écoute et qui nous influencent. Voilà. Après, pas vous dire que on a une vision aussi, hein, il faut qu'on soit garant de la cohérence du projet. Donc on peut pas écouter tout le monde. Il y a des gens qui voudraient que le jeu se transforme en tower defense avec des xénomorphes et des canons. Bon, clairement, là, ça c'est des choses qu'on n'a pas prévu d'intégrer. Mais il y a beaucoup d'avis en tout cas dont on tient compte. Comment gérez-vous les avis, commentaires sur Steam ou ailleurs? Ce qui est la dernière question, avant que on puisse répondre aux 2-3 qui ont été posés sur Discord. Alors je sais pas trop comment répondre, on les gère, on les lit forcément, hein. On n'est pas submergé, donc on a le temps de les lire. Quand c'est des avis super positifs, ça nous booste. Quand c'est des avis négatifs, il faut pouvoir les encaisser parce que parfois c'est dur, mais en tout cas on essaye de voir s'il y a du fond derrière, s'il y a quelque chose, un enseignement à tirer. Donc déjà, voilà, on les lit, on les traite. Et on les compile avec le reste en fait, hein. Ces avis-là sont pris en compte de la même manière que les réponses aux questions du jour, que les commentaires sur les forums Steam. Euh, Ça reste une source de retour de la part des joueurs qui est importante pour nous en fait. Oui. Et puis, on espère, on essaie de traquer aussi s'il y a une évolution positive pour voir si notre travail il va dans le bon sens. Et pour l'instant, c'est plutôt le cas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous invite souvent à déposer des reviews sur Steam, parce que nous, c'est un très bon indicateur aussi de la tendance qualitative que prend le jeu. Donc ça, voilà, c'est assez utile. Mais oui, en tout cas, voilà, on les lit, on les analyse et on les traite dans notre documentation. Alors, on analyse quand il y a quelque chose à analyser, hein. Donc, quelqu'un écrit un commentaire pour dire c'est nul. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de matière à analyser. Heureusement, il y en a très peu et quand même, la plupart des gens sont assez bienveillants et constructifs surtout. Quand quelqu'un n'a pas aimé et qu'il explique pourquoi, ça nous intéresse quoi de savoir. Voilà, on arrive au terme. Il y avait une petite question sur un trombinoscope prévu sur le site officiel. C'est une bonne idée, écoute, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, vous l'avez sûrement remarqué, on se met pas forcément nous en avant. Déjà, on n'a pas trop le temps. On est tellement focus sur le développement du jeu qu'on n'a pas trop le temps de communiquer, de faire des lives, etc. Mais oui, on pourrait faire ça. Si vous trouvez que c'est intéressant de voir nos têtes. Et puis, donc peut-être pour conclure, donc Dr Sniper, dans Roadmap, on peut voir que vous avez 4 projets pour 2023. Le premier est lancé, le deuxième avec le rover arrive, les 2 autres pour compléter l'année pour un jeu parfait avec plein de fonctionnalités. Vous êtes optimiste pour faire tout ce que vous avez prévu de faire cette année? Oui, alors on n'est pas si optimiste que ça, on est, je pense, plutôt réaliste. Ce qu'on a annoncé, on va le publier, on sera globalement pas trop en retard. Après, c'est plus la question de ce qui viendra en plus.
Comme on l'a dit, on sera de toute façon, on va pas patcher le jeu tous les 3 mois, donc on va aussi proposer du contenu intermédiaire. Et bah voilà, en fonction des moyens, du temps que nous prennent les gros patchs, on a plus ou moins la capacité de faire des mises à jour intermédiaires. Mais non, non, on n'est pas optimiste ou pessimiste. Je pense que maintenant, on sait à peu près notre capacité de travail, nos difficultés, nos forces. Donc, on arrive à peu près à bien maîtriser notre planning. Donc, voilà, il n'y a pas de fausses promesses. Il n'y a pas non plus de sous-promesses. Quand on n'est pas sûr de le faire, on vous dit que c'est pas sûr. Mais quand on l'a annoncé publiquement, voilà, ce sera fait. Et Quelle est le la fait de review pas qu'elle... avoir d'éditeur, on Ouais. a une souplesse qui fait que, on peut tout à fait, release, un patch 2 semaines après, ce qu'on aurait voulu. On peut aussi s'adapter pour, vous livrer le contenu quand il est prêt, plutôt que, quand il a été annoncé. Ça sera peut-être le cas pour Rover qui a été annoncé pour le 2e trimestre, et qui va sortir probablement mi-juillet. Bah, surtout, on Voilà. va, on va essayer de pas tomber pendant les Summer Sales sur Steam, qui est un moment qui, bah, forcément cannibalise un peu toute l'attention, parce qu'il y a des promos dans tous les sens, il y a les triple A qui ont beaucoup de visibilité sur Steam, donc on attendra plutôt la fin des Summer Sales pour proposer le patch. Mais bon, en tout cas, voilà, on est dans les temps. Quelle est la review qui vous a le plus marqué? Alors moi, j'en ai pas forcément en tête. En fait, dans l'ensemble, c'est pas des choses qui me marquent, c'est plutôt des choses qu'on va regarder sur le moment. Mais ouais, je sais pas, je réfléchirai. Enfin, je sais pas si t'en as une, Jaran, mais j'irai regarder et je te Alors, il dirai. demande dans les trucs stupides. Ah, Je des pense trucs qu'on les a stupides. oubliés en fait. Sur le moment, ça nous a peut-être fait réagir, mais je pense que les commentaires stupides, on les évacue vite en vrai. C'est pas, c'est pas ce qui reste. Ouais, et succès in-game et succès Steam, oui, c'est également prévu. Bah, on a déjà un proto-système de système, comment dire, de metagame, de progression avec les traits de personnages. On va l'enrichir, donc c'est une forme de succès dans le jeu. Et puis les achievements Steam, bah oui, pareil, plutôt pour la V1 en effet. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué à implémenter. Oui, on en avait déjà brainstormé pas mal. Ah oui, Je pense je qu'on... nous dit Bug Simulator, et je ne l'ai pas oublié. C'est vrai. C'était un peu drôle, j'avoue. Voilà, il est 20h, on a respecté le timing, vous voyez qu'on est quand même les rois du calendrier du planning. Merci hein, d'être venu, c'était cool de vous donner un peu ces nouvelles. On fera une VOD, donc si vous voulez revoir ou la partager, dès que c'est prêt, on vous le dira. Voilà, si ce genre de petit format vous plaît, on pourra peut-être en refaire. N'hésitez pas vous aussi à proposer des choses. Nous, on est un peu tête dans le guidon dans le développement, donc voilà, si vous avez des idées au-delà du jeu, mais sur notre manière de communiquer ou d'interagir ou de vous proposer ce genre de moment, bah, on est aussi très preneur. Voilà. Mm. Et n'hésitez pas, en dehors des FAQ, à poser vos questions, euh, que ça soit sur le jeu, mais même sur le studio ou autre. Vous pouvez tout à fait, hein, sur les channels Discord, ils sont là pour ça. Et je remercie Alina d'avoir été là pour modérer et nous envoyer les questions. D'ailleurs, c'est impardonnable de ma part, mais tout à l'heure je ne l'ai pas présenté dans l'équipe, mais parce que Alina est stagiaire, mais bon, elle fait évidemment partie de l'équipe. Donc je me rattrape maintenant et voilà, je vous présente donc Alina Odonaru et Anna, qui est également présente sur le Discord, avec qui vous interagissez quasiment tous les jours. Ce sont nos deux community managers en stage chez Supercube, donc qui sont là pour un temps avec nous, mais qui nous aident beaucoup sur justement le fait de communiquer, d'organiser ce genre d'événements, etc. Donc merci à toi, Alina. Ah ben non, c'est pas un travail gratuit, le Phoenix, tu sais bien. Il y a une loi en France. Donc merci à vous d'avoir été là. Je rends l'antenne. Je sais pas si Victor, t'avais un truc à rajouter. Non, ben merci, merci à tous. Et puis, bah, à très vite sur le Discord, hein. On reste,
à votre disposition. Ouais, et merci pour vos gifs magnifiques. Ça nous divertit et nous met du baume au cœur. Allez, bonne soirée à tous Salut. et à très vite.